Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bonsoir, ravi de vous retrouver encore une fois sur les antennes de Magloire Télévision pour vous informer à travers cette nouvelle édition vespérale du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Voici les titres pour commencer. Au sommaire de cette édition du journal, Marc Carey, chargé des affaires ad intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC, a échangé ce mardi 3 mars 2026 avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, sur notamment la consolidation des relations bilatérales entre Kinshasa et Washington. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Et puis cet échange entre le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabomo-Mouadianvita et le gouverneur du Nord Ubangi sur la situation sécuritaire inquiétante dans la dite province. Le numéro 1 du Nord Ubangi a alerté le gouvernement via son représentant sur une crise aux conséquences humanitaires et sociales déjà dramatiques. Au sommaire encore, en présence du commandant suprême et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Cour des comptes a lancé officiellement sa rentrée judiciaire de l'année sur le concept des redevabilités comme à la fois obligatoire, morale, juridique et démocratique. Et enfin, pour concrétiser la promesse du chef de l'État, le ministre national des Infrastructures a lancé officiellement le projet de construction de la route provinciale 231 dans le territoire de Gungu. Et voilà tout pour les titres. Messieurs et dames, bienvenue à vous dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à vous sur Magloire Télévision et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Pour commencer, à l'occasion de la convention annuelle du Prospector of Developers Association of Canada à Toronto, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a présenté les avancées et les perspectives du secteur minier congolais devant des investisseurs, développeurs et partenaires internationaux. On en sait plus dans ce commentaire de Esther Kiamossi. Malgré les défis sécuritaires à l'est du pays, le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba, a souligné la résilience de l'industrie minière. La production annuelle des cuivres dépassée de 3 millions de tonnes, tandis que le prix du cobalt est passé de 20 à près de 55 000 $ la tonne grâce à des mesures stratégiques. Parmi les avancées majeures du secteur, le ministre des Mines a évoqué plusieurs projets phares, entre autres les débuts au deuxième trimestre de la première production de lithium au Tanganyika, le lancement de la première raffinerie d'or au Tanganyika, l'expansion de partenaires internationaux tels que Glencore, CMOC et Ivanhoe Mines, les déploiements du projet continental mine de fer de la Grande Orientale Mifor. Louis Watum Kabamba a également réaffirmé le partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires internationaux. Il a rappelé les réformes engagées pour rendre les secteurs miniers plus attractifs, la bonne gouvernance, la transparence, la sécurisation d'investissements, du stabilisation du régime fiscal, la digitalisation de l'administration et la création de zones économiques offrant de facilités fiscales et administratives. À travers ces assises, la RDC se montre désormais un acteur incontournable sur la scène minière internationale, offrant ainsi un environnement sûr et porteur pour les investisseurs.
Et puis, comme annoncé dans le sommaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko, a reçu le mardi 3 février 2026 le chargé d'affaires ad intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Marc Kari, pour un échange approfondi consacré au développement et à la consolidation des relations bilatérales entre Kinshasa et Washington. Voici les détails. Je suis venu aujourd'hui pour continuer notre coopération avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu un entretien très fructueux avec Monsieur le vice-premier ministre. Nous avons discuté de notre coopération policière et dans les matières sécuritaires. Nous sommes en train de bâtir un partenariat stratégique extraordinaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'intérêts partagés dans les mois à venir. Nous allons accomplir beaucoup ensemble, je suis convaincu. Vous venez de suivre là Macari, chargé des affaires ad intérim de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, après juste son audience avec le VPM Jacquemin Chabani. Autre chose, la Cour des comptes a tenu sa première entrée judiciaire de l'année. L'événement a eu lieu mercredi 4 mars 2026 en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a insisté sur le concept de redevabilité comme à la fois une obligation morale, juridique et démocratique imposée à tout gestionnaire public de rendre compte de l'utilisation des biens et fonds publics. Suivez. La Cour des comptes a ouvert sa nouvelle année judiciaire sous les signes de la rigueur et de la discipline financière. Magistrats, responsables d'institutions publiques, membres du gouvernement et partenaires techniques se sont réunis pour marquer l'événement et rappeler que le contrôle des finances publiques est l'un des piliers de la bonne gouvernance. Au centre de cette rentrée, le procureur général près la Cour de comptes, Guy Chimpata Mulumba, a réaffirmé la mission fondamentale de l'institution: protéger les deniers publics et promouvoir une gestion responsable des ressources de l'État. La notion de gestion des dettes a un lien avec les principes de séparation de l'ordonnateur et du comptable, conçus pour limiter les risques de détournement des deniers publics, de corruption, de concussion et d'autres formes d'antivaleur dans la gestion des finances et biens publics. L'idéal de l'État de droit nous impose que chaque denier public soit tracé, justifié et protégé, dans les cas échéants, par une sanction rigoureuse. Nul ne peut manier les fonds publics en dehors des règles édictées. Par ces propos, nous mesurons la lourdeur de la tâche que vous nous avez confiée. Nous nous engageons conséquemment avec fermeté, doublé d'une loyauté sans faille, de nous conformer scrupuleusement à votre vision clairvoyante de leadership pour consolider les acquis et réduire, sinon faire éradiquer les antivaleurs dans la gestion des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Au-delà du protocole, cette rentrée judiciaire a été l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée avec la présentation des missions d'audit, des contrôles de conformité et du suivi des recommandations aux institutions et entreprises publiques. Les magistrats ont insisté sur la nécessité de renforcer l'efficacité du contrôle, d'améliorer la traçabilité des dépenses et d'ancrer une véritable culture de reddition des comptes. Selon Guy Chimpata, le contrôle public n'a pas pour seul objectif de sanctionner, mais aussi de prévenir les irrégularités et d'améliorer la gestion publique, consolidant ainsi la confiance dans les institutions.
Autre chose en République démocratique du Congo, la détérioration de la situation sécuritaire dans la province du Nord Ubangi liée à la présence massive des livreurs Bororo et la destruction des champs a été portée au haut niveau de l'État. Reçu en audience, le gouverneur Jean Bosco Okotongo a alerté le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo Modianvita sur une crise aux conséquences humanitaires et sociales déjà dramatiques. On en sait plus dans ce détail. La dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Ubangi a été au cœur des échanges ce mardi entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, et le ministre d'État en charge du développement rural, Grégoire Mouchaël Motambe, accompagné du gouverneur de province, Jean Bosco Kotongo. En présence du chef d'état-major général des FARDC, les autorités provinciales sont venues alerter le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, sur la présence préoccupante d'environ 3000 éleveurs Mororo, accompagnés d'un cheptel estimé à plus de 30 000 têtes de bétail, accusés de s'aimer la peur au sein des communautés locales. Selon les témoignages rapportés, les populations vivent un véritable calvaire. Le passage de ces bovins entraîne la destruction systématique des champs, privant de nombreuses familles de leurs moyens de subsistance et exacerbant les tensions dans plusieurs localités de la province. Le gouverneur Jean Bosco Kotongo a notamment évoqué un fait tragique. Un éleveur Mbororo aurait poignardé un jeune homme de 23 ans décédé des suites de ses blessures, illustrant la gravité du climat sécuritaire actuel. Visiblement préoccupé, le maître Guy Kabombo Modianvita a assuré qu'il ferait rapport au commandant suprême des FARDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'il s'engagerait à prendre ce dossier à bras-le-corps. Il a en outre attiré l'attention du chef d'état-major général sur la nécessité d'un déploiement urgent des unités militaires afin de rétablir la quiétude et garantir la protection des populations civiles dans cette partie du pays. Et de son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a exposé mardi 3 mars 2026 à la conférence plénière inaugurale du colloque international organisé par la faculté de l'économie et de développement de l'Université catholique du Congo. Son intervention était structurée autour des 3 axes, à savoir le fondement et les limites de la stabilisation macroéconomique, le cadre analytique de la transformation structurelle et le lien essentiel entre stabilité économique et inclusion. Suivez ce reportage. Le 3 mars 2026, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a ouvert les colloques internationaux qui va s'étendre jusqu'au 5 mars prochain. Ces travaux se focalisent sur la stabilisation macroéconomique, la croissance inclusive et la transition verte. Cette rencontre de grandes réflexions et analyses réunit des experts pour réfléchir sur des stratégies visant à renforcer l'économie nationale à travers la transformation locale suivant les changements structurels et l'amélioration du climat des affaires attractif. L'objectif est de renforcer la stabilité économique et promouvoir la croissance durable. Nous sommes heureux d'avoir accueilli le vice-premier ministre, le professeur Daniel Mukoko, nous parler de ce lien-là entre la croissance, mais aussi le développement inclusif et durable. Des efforts du gouvernement pour cela. Nous souhaitons vraiment que ce colloque puisse aboutir à des propositions pour aider les politiques, les chercheurs à aller plus loin dans un développement qui soit vraiment le développement de tout homme et de tout l'homme. Le VPM Daniel Mukoko Samba, l'économiste congolais, met l'accent sur les réformes, la gestion rigoureuse de la fiscalité et le soutien à la production locale qui doit contribuer dans la diversification économique. Est une occasion pour ces derniers d'acquérir de l'expérience des professeurs et chercheurs venus de différents horizons. Le mot de bienvenue a été donné par l'abbé recteur de l'Université catholique du Congo, Léonard Santedi.
Et puis, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a franchi une étape décisive dans la province du Kwilu mardi 3 mars 2026, lançant officiellement le projet de construction de la route provinciale 231 sur l'axe Batiamba-Gungu, Kako-Bola. Et puis, le ministre a, par cet acte, concrétisé une promesse phare du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, marquant ainsi un tournant historique pour le territoire de Gungu. Suivez. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a franchi une étape décisive dans la province du Kwilu où il a procédé au lancement officiel du projet de construction de la route provinciale 231 sur l'axe Bachamba-Ngungu-Kakobola. Long des 69 km, les chantiers d'envergure s'inscrivent directement dans la vision de la transformation structurelle de la République démocratique du Congo portée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, concrétise une promesse phare du chef de l'État, marquant ainsi un tournant historique pour les territoires d'Ngungu. Les projets prévoient une intervention complète incluant les travaux préparatoires et déracinement, l'aménagement de la chaussée, des systèmes d'assainissement, la construction d'ouvrages d'art et des signalisations, les déploiements des travaux connexes indispensables. Selon les vice-gouverneurs du Kwilu, Espoir Massamaki, ces projets viennent mettre fin au calvaire de la population d'Ngungu qui peinait jusqu'ici à évaluer ses produits agricoles vers les grands centres de consommation, a-t-il indiqué. C'était donc un commentaire signé Naomi Faïla et qui nous permet de parler sport. Et comme vous l'avez suivi sur nos antennes, Barcelone Football Club s'est fait éliminer de la Coupe du Roi le mardi 3 mars 2026, et ce malgré sa victoire de 3-0 devant l'Atlético Madrid, match qui entrait dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Après les deux matchs, le score cumulé était de 3-4, qualifiant l'Atlético Madrid en finale de cette compétition. Commentaire de Grégoire Kazuiba. En prélude de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, le Football Club Barcelone reçoit dans son temple du Camp Nou l'Atlético Madrid mardi 3 mars 2026. Malgré cette victoire de 3-0 devant les protégés de Diego Simeone, le Football Club Barcelone ne verra pas la finale de la Coupe du Roi. Tout a commencé par des actions offensives du côté barcelonais, mettant en doute la défense des coéquipiers d'Antoine Griezmann. À force d'enfoncer les clous, les Catalans trouvent le chemin de filer à la 29e minute sur un plat du pied du joueur Barca Bernal qui recevait un caviar de Lamine Yamal après un débordement du côté gauche pour le 1-0. La nouvelle recrue Ademola Lookman n'écarte pas sa tête pour mettre les deux équipes à égalité. Avant la pause, Pedri sollicite les 1-2 dans la surface de vérité et s'est fait faucher. L'arbitre siffle penalty, lequel la penalty sera transformé par Rafinha pour le 10e but. Ces buts ajoutent de la dose dans la tête des joueurs du Football Club Barcelone qui tentaient plusieurs fois d'alourdir la marque jusqu'à le faire à la 70e minute grâce à Barca Bernal qui a réalisé son doublé pour le 3-0. Ce score n'a pas permis au Football Club Barcelone de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi, car le match aller s'était soldé à l'avantage de l'Atlético Madrid qui avait battu 4-0 l'équipe de Barcelone. Le score cumulé 3-4, ce qui permet à l'Atlético Madrid de jouer la finale de la Coupe du Roi au grand désarroi des hommes dans sifflet. Et puisque nous sommes déjà en dehors de nos frontières nationales, nous allons y rester pour le reste de l'actualité.
En tout cas, c'est signé ce soir Esther Mbouyi qui nous dit qu'en Libye, un croissant rouge libyen a récupéré le corps des 2 migrants après un naufrage en Méditerranée. Et pendant ce temps, les attaques de l'Iran contre les Émirats arabes unis des Africains sont comptées parmi les blessés. Suivez. Bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par cette nouvelle. Les États d'Afrique de l'Ouest ont décidé de créer une nouvelle force de 2000 hommes pour lutter contre la menace djihadiste croissante dans la région, ont déclaré mardi à l'AFP des sources diplomatiques et militaires. L'idée d'une force anti-djihadiste est discutée depuis des années par les 12 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, les Sahel qui traversent l'Afrique en séparant le nord du continent de sa partie subsaharienne et depuis des années en proie à des insurrections djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces groupes sont particulièrement actifs dans 3 anciennes colonies françaises, les Burkina Faso, les Mali et les Niger, qui ont quitté la CEDEAO ces dernières années à la suite des coups d'État militaires. Ces 3 pays ne participeront pas à la nouvelle force, ont déclaré des responsables à l'issue d'une réunion des chefs militaires de la CEDEAO à Freetown le 28 février et les 1er mars. Les détails de la nouvelle force chargée de lutter contre les terrorismes ont arrêté à déclarer à l'AFP aux responsables militaires nigériens. Et pendant ces temps, en Libye, le croissant rouge libyen a récupéré le corps de 2 migrants après un naufrage en Méditerranée. Les défunts ont été retrouvés sur une plage de ville de Kars où plusieurs corps avaient déjà été retrouvés après un naufrage. Selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, plus de 2100 migrants sont morts ou ont disparu l'année dernière en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Le nombre total de corps récupérés dans les régions de Kars s'élève à 12 à ce jour, a déclaré Sahel Djouma, membre du Croissant Rouge libyen. Le Croissant Rouge a confirmé qu'un bateau des migrants avait chaviré dans la zone située entre Al-Tamimi et Al-Razam, près de Derna, tandis que les équipes d'urgence s'efforcent de récupérer de corps victimes. 2 ont déjà été retrouvés. Et pour finir cette onde internationale, des ressortissants africains figuraient parmi les blessés lors d'une frappe des missiles iraniennes contre les Émirats arabes unis, a déclaré le ministère de la Défense d'Abu Dhabi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. 3 personnes d'originaire du Pakistan, du Népal et du Bangladesh ont été tuées lors des attaques du week-end, a déclaré le ministère, et 58 autres ont été légèrement blessés. Parmi elles figurent des ressortissants d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Ouganda, d'Égypte et de plusieurs pays asiatiques. L'Iran a lancé des dizaines de missiles balistiques vers les Émirats arabes unis depuis le samedi, date à laquelle Israël et les États-Unis ont lancé leur campagne de bombardement conjoint contre la République islamique. C'est par cette information que prend fin cette onde dans l'international. Merci de l'avoir suivi. Et voici à présent l'invité de ce journal. Dans un communiqué publié le 3 mars 2026, le ministre d'État de la Justice, Guillaume Gueffa, s'en va en guerre contre les cybercriminels, annonçant la mise en œuvre des poursuites judiciaires se rapportant aux infractions numériques dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité et des droits fondamentaux. Mohamed Eyenga, homme de droit, annonce les préalables pour que cette mesure soit efficace et réussie. Maître Mohamed Eyenga est donc l'invité de votre journal. Je vous prie de suivre l'intégralité de son entretien avec Yvon Chimbalanga. Maître Mohamed Eyenga, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes homme de droit ici dans la province du Haut-Katanga. Le ministère de la Justice a émis un communiqué relatif à la mise en œuvre des poursuites judiciaires se rapportant aux infractions numériques. Est-ce possible de poursuivre les cybercriminels aujourd'hui en République démocratique du Congo? J'ai religieusement suivi le communiqué du ministre de la Justice en RDC et après justement la cybercriminalité. Il faudrait préciser qu'actuellement, il est tout à fait possible de pouvoir poursuivre les cybercriminels.
parce qu'il y a des gens qui commettent des infractions en utilisant notamment les réseaux sociaux. Donc, il est tout à fait possible actuellement, tenant compte de notre législation en la matière, de pouvoir poursuivre ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour y arriver? On sent qu'on a du mal à y arriver. Il y a ces cybercriminels qui continuent à œuvrer sur les réseaux sociaux. Comment procéder pour y arriver? Bon, je pense que les services, il faudrait qu'on puisse y investir sérieusement. Parce que généralement, c'est des gens qui commettent des infractions des milliers de kilomètres. C'est pas aussi facile de pouvoir mettre la main sur eux. À supposer que c'est quelqu'un qui commet une infraction en utilisant les réseaux sociaux, mais qui se retrouve par exemple à l'étranger. Et donc, l'État congolais sera dans l'impossibilité de pouvoir les poursuivre. Mais dans les cas où c'est quelqu'un qui commet ces infractions et qu'il vit sur le sol congolais, il y a tout à fait la possibilité de pouvoir l'identifier à travers les groupes WhatsApp, à travers des numéros de téléphone, à travers même la technologie, de pouvoir les identifier et de mettre la main sur eux. Faudrait-il dire aujourd'hui que les personnes à forte notoriété, notamment les politiciens, les journalistes, sont la cible de cette mesure parce que ce sont eux qui sont naturellement poursuivis? Généralement, où la crainte, c'est l'abus par rapport à cette mesure. Donc, nous osons croire que cette mesure ne vise pas les acteurs sociopolitiques qui émettent des voix discordantes par rapport à la position du gouvernement. Parce que généralement, quand on commence à mettre en pratique une telle politique, c'est pour, si vous voulez, étouffer l'opposition, c'est pour étouffer ceux de la société civile, notamment qui critiquent l'opposition, qui critiquent le pouvoir ou le régime en place. Donc c'est ça en fait la crainte. Mais si c'est juste pour réprimander ceux-là qui se donnent le luxe de pouvoir verser dans des crimes ou dans la cybercriminalité, notamment en touchant au secret d'État ou en insécurisant l'État congolais à ce moment-là, nous osons croire que c'est tout à fait normal. Mais si c'est pour donner un coup de poignard à la jeune démocratie que nous avons, je pense que ça sera une erreur fondamentale pour le régime en place. Maître Mohamed Eyinga, je rappelle que vous êtes homme de droit et expert des questions juridiques. Merci d'avoir répondu aux questions de Magloire Radio-Télévision. À moi de vous remercier, M. Jean. Et ça sera également la fin de ce 19 Info sur les antennes de Magloire Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester avec nous pour la continuation de nos programmes. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé.